J'enlève, non? C'est bon? Bonsoir, bienvenue à tous au repas ufologie de Strasbourg. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors ce soir, je vais vous présenter l'investigation poussée d'un ami, Sylvain Matisse, qui travaille donc sur les ovnis et particulièrement les OANI, dont il a consacré un site à cette recherche-là. S'il vous plaît, Sylvain Matisse. Bonsoir. Je remercie le repas ufologique alsacien, en particulier de Strasbourg, les organisateurs, Christian Comtesse, voilà, et puis les personnes qui sont ici présentes. Alors, je vais me présenter brièvement. J'ai commencé dans l'ufologie en 2008 pour s'occuper du problème OVNI, puis j'ai voulu partager un petit peu ce que je trouvais, le faire partager, le mettre en ligne pour que les gens puissent avoir accès aux informations qui sont de toute façon toujours à vérifier, et puis après chacun peut avoir sa propre opinion. Et donc le premier site s'appelait UFO et Sciences, à pas confondre. À pas confondre avec UFO Sciences, le site de Jean-Pierre Petit, astrophysicien, donc qui était un professionnel et qui a travaillé sur la propulsion MHD, propulsion magnéto-hydrodynamique. Lui, il a fait son site. Moi, je n'ai rien à voir avec son site. Je suis tout à fait indépendant, donc j'ai vu le petit article et c'est devenu UFO et Sciences, puisque je recueille les données scientifiques, mais aussi sur la technologie, histoire de reconstituer un puzzle et de voir ce que l'homme est capable de faire. Et puis ces recherches, où est-ce qu'elles en sont, que ce soit tant au niveau spatial qu'au niveau aéronautique, etc. Et au niveau des ovnis, les cas les plus sérieux, ceux qui ont été les plus étudiés, qu'on retrouve dans un rapport, le rapport Cometa. Donc voilà. Et puis après, des informations qui passent sur le net. Et puis là, il faut faire le tri, parce que c'est plus ou moins sérieux. Et de fil en aiguille, donc j'ai fait un partenariat avec le site de ERA, Area 51 Blog, qui marche très fort. Et nous avons des différences, des points de vue pour aborder l'ufologie. Et au lieu d'en faire, je veux dire, une concurrence qui n'a pas lieu d'être, on a préféré en faire une force, histoire de réunir le plus d'informations possible. Et après, il convient à chacun de faire le tri. Et de fil en aiguille, nous avons constaté que les objets volants non identifiés, finalement, il y avait une catégorie qui n'était pas connue du public. Ce sont les USO, donc en américain, donc Undefined Submersible Object, ou objets aquatiques non identifiés, ou objets sous-marins non identifiés. Et là, il y a beaucoup moins de cas étudiés à fond, et surtout peu de cas ressortis par les grands médias, comme c'est le cas dans, on va dire, dans l'ufologie un peu plus contemporaine, quoi. Donc qui est partie depuis 1947. À l'ère moderne, c'est là qu'on va dire que les premiers projets pour l'étude de ces incursions aériennes, notamment aux États-Unis. C'est de là que tout a démarré. Bon, les gens qui connaissent le processus, j'ai envie de dire, je tourne en rond. C'est le projet Blue Book, c'est le rapport Condon, la commission Robertson, le projet Grudge, Manhattan Project, enfin tous ces projets militaires et de recherche. En France, une institution a été nommée, qui est devenue le CEPRA, puis le GEPAN, puis le DEPAN. Et une lettre qui avait été faite par le contre-amiral Pinon à Versailles en avril 2008, concernant justement l'incursion aérienne non identifiée de phénomènes et voire même d'objets. Alors, donc le CNES, le Centre national d'études spatiales, ont le GEPAN qui collecte ces données que ce sont les témoins. Alors, des témoins de tous bords, de tout rang social, et pour les cas les plus solides, les professionnels du ciel.
Alors que ce soit des spationautes, que ce soit des pilotes, des militaires, des radaristes, tout ce que vous voulez. Et donc en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait des objets aquatiques non identifiés. Et donc, on a commencé à essayer de récolter des témoignages. Alors, il était prévu aujourd'hui que Gilles Thomas, ODH TV, avec qui on travaille également, devait être présent, mais pour des ennuis de santé, malheureusement, il n'a pas pu venir avec moi, puisque nous travaillons aussi en collaboration avec Gilles, qui récolte aussi des témoignages. Donc, voilà. Alors, nous avons créé un site avec ERA, qui s'appelle Investigation Océanographique et OANI. Alors, pourquoi investigation océanographique? Parce que j'estime que si on veut avancer un peu dans le truc, c'est déjà de connaître bien l'environnement. Alors, au niveau spatial, nous avons un site qui s'appelle Médiathèque et Index ufologique et spatial. Alors, toujours l'ufologie dedans, bien sûr, avec les cas les plus connus de l'ufologie. La vague de Washington DC en 1952, la fameuse bataille de Los Angeles, qui n'a rien à voir avec les films de science-fiction, qui est vraiment, pour moi, un pugilat. Nous avons les enfants de Tanarive, nous avons Téhéran en 1976 pour les cas mondiaux, on va dire les plus connus. Il y a le crash de Shack Harbor, qui est un cas de OANI en Nouvelle-Écosse au Canada. Pour la France, il y a eu l'affaire de Trans-en-Provence, Valençol, la Marante. Bon, ça ce sont les sujets fiables de l'ufologie. Mais en ufologie, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et en finance, ça et là, des internautes, des fois, nous donnent des idées sur le site internet. Et un internaute nous a dit, bah, tiens, il y a un ouvrage qui est intéressant. C'est l'ouvrage de Tis Sanderson, qui a fait un bouquin qui s'appelle Les Invisibles sous les mers. Je pense que je peux le montrer. Hein, bon. Alors, pas évident à se le procurer. Voilà. Et là, il y a des faits intéressants. Alors, au niveau des océans, on essaye de comprendre qu'est-ce qui existe dans les océans, comment les formes de vie diverses et variées, elles existent, elles évoluent, puis finalement, réussissent à résister. Donc ça nous donne déjà une palette de ce qui peut se faire au niveau scientifique. Alors étant donné que je ne suis pas scientifique, je récolte des données scientifiques, donc de sites très connus, et ça aide à la compréhension, parce que dans les ovnis, c'est objets volants non identifiés, objets aquatiques non identifiés. Là, on sous-entend que c'est quelque chose qui est structuré, une structure, donc c'est piloté ou guidé. Alors que les phénomènes, on va s'orienter sur les trucs naturels. Alors il est important au niveau spatial de connaître un peu l'astronomie, un spectre de Brocken, une colonne solaire, tout autant de méprises qui sont largement diffusées, entre autres par les organismes spécialisés. Et il faut connaître aussi un petit peu ce qui existe au niveau artificiel, la station spatiale internationale qui passe en France métropolitaine plusieurs fois dans l'année, qu'on peut observer. Mais quelqu'un qui ne connaît pas peut se faire abuser à avoir cru voir un ovni. Maintenant, il y a les drones qui arrivent sur le marché, de formes diverses et variées. Donc, on se doit aussi de connaître l'ingénierie, l'aéronautique, et ce que l'homme invente, quelquefois en secret. Hein, c'est pas forcément toujours militaire, ça peut être aussi scientifique ou industriel. Donc, il faut déjà connaître son environnement et voir ce qui peut exister. Bon, c'est très long comme travail, je ne prends pas de raccourcis, pour que les gens puissent voir qu'on fait un travail sérieux. On commence déjà d'emmagasiner des informations qui sont très réelles, très conventionnelles, et après, par élimination, quelquefois je fais des enquêtes sur des témoignages, c'est quand même bien. C'est à la personne, vous pouvez lui dire d'entrée de jeu, ben non, ça c'était Vénus, ben non, ça c'était une lampe thaïlandaise, ça c'était un laser des discothèques, on évite de perdre du temps. Et ça, ou alors c'était un drone, par exemple Neuron, qui a fait ses premiers essais le 1er décembre, qui est une petite aile volante téléguidée, qui
peut emmener 500 kilos d'armement. C'est un neurone, il est européen, donc il ressemble un petit peu au B2, mais bon, plus petit quand même. Et ça, c'est important de connaître ces engins-là. Et ça peut être des ovnis lorsqu'ils opèrent dans le ciel en nocturne. Et effectivement, peut-être que la civilisation aérienne peut être différente. Donc, on va déjà procéder par élimination. Et après, il y a les cas irrésistibles. Lorsqu'on a toutes les données pour pouvoir faire une investigation correcte et que ces données ne donnent rien de conventionnel, on va rentrer dans l'inexpliqué. Alors, inexpliqué, effectivement, après, ça laisse la porte ouverte à toutes sortes de théories. Donc, le premier travail, récolter des informations de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas, des découvertes, des recherches, des projets. Ça, c'est mon travail. Et il est très très long. Et à côté de cela, on essaye de ne pas confondre, il y a la récolte, le recueil des témoignages, qui là sont archivés. Si ces témoignages, tôt ou tard, obtiennent une réponse, ils deviennent non plus des objets volants non identifiés ou objets aquatiques non identifiés. Ils sont identifiés, point barre. Et puis les autres qui résistent, eh ben, en reconstituant le puzzle, on peut peut-être commencer à dire, tiens, ça c'est bizarre, on trouve ce témoignage-là à telle année, à tel endroit du globe, et les gens ne se connaissaient pas, on trouve le même truc, et on ne sait toujours pas ce que c'est. Et là, ça devient intéressant. Donc, ça c'est le premier travail, pour moi, à mon sens, d'investigation. Et donc, on trouve ces fameux objets aquatiques non identifiés. Alors, je vais vous lire quelques passages de ce livre, on ne va pas lire tout le livre, je vais en prendre 2 ou 3. On se rend compte que finalement, eh ben, l'ingénierie n'était pas encore là et il y avait des trucs bizarres. Alors, ces témoignages manquent effectivement, on va dire quand même, dans ce que je vais vous lire, de plus de détails, d'éléments. Mais en tout cas, c'était rapporté par des journaux de bord. De quand il date ce bouquin? Des marins. Alors, Christian me demande quand est-ce que le bouquin date, je ne le sais plus. Il n'est pas récent. Normalement, c'est la première page. 1979. Voilà. Donc il date de 1979. Et on n'a pas beaucoup évolué. Le peu de témoignages que j'ai, j'ai des cas guère plus précis. Et on verra ça avec d'autres documents. Donc, par exemple, 1891, mer de Chine, rayons ou lances de lumière qui ont l'apparence de faisceaux de projecteurs. 1907, Monsieur C. Patterson, second à bord du SS Delta de la P&O, dans le détroit de Malacca, voit des rayons lumineux qui semblent tourner autour d'un centre, comme les rayons d'une roue, et paraissent avoir 300 mètres de long. Durée de l'observation, 1 demi-heure. 1949, le capitaine Boulder de l'US Navy dans le détroit d'Ormuz, également, avait vu des choses pas conventionnelles. 1962, M. C.J. Boyce, à bord du SS Telemachus, a aussi, lui, référé des choses qui n'étaient pas conventionnelles. Donc là, ce sont quelques cas. On pourrait avoir des détails sur ces choses pas conventionnelles ou... Oui, mais là, il faut que je relise un petit peu et je peux les donner. Ça risque d'être un peu long, je ne vais pas faire trop de lecture. Mais ouais, bon, je vais le donner celui-là. Voilà, donc luminescence, golfe de Siam. Donc ça, je vais vous le lire. Hein, bon, le second officier C.J. Boyce et l'aspirant Hibbert du SST Telemachus britannique, capitaine J.K. Edmonds, commandant, ont rapporté ce qui suit. À 19h06 GMT, le 30 mai 1962,